Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo toute particulière. Je vais montrer en direct comment je fonctionne dans mes analyses. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Est-ce que les grands symboles de nos civilisations contiennent-ils la finalité de ces civilisations? Je m'explique. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que la tour Eiffel, quand on s'intéresse à l'histoire et aux matériaux dont sont faits la tour Eiffel, on peut déduire, si vous voulez, alors c'est facile après coup parce qu'on a tous les éléments, mais on peut déduire par l'historique de la tour Eiffel, par la méthode, par le contexte, c'est-à-dire l'époque, et puis le suivi historique qui mène à la tour Eiffel, on peut déduire ce qui va se produire ensuite et même ce qui se passe aujourd'hui. Je vous explique. Alors, on va s'intéresser à la tour Eiffel pour commencer, puisque c'est un des symboles de la France et donc de l'Europe. Hein. C'est au même titre que la tour Eiffel, la statue de la liberté aux États-Unis. Alors, parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus, donc autant que ça serve. Donc, la tour Eiffel est faite dans une. On va essayer de bien mettre la tour Eiffel donc, est faite dans une technique particulière inventée en Angleterre avant la Révolution française. Ce qui se cache derrière ce monument, c'est suite à l'échec du mouvement d'émancipation biaisé que la Révolution française représente, initiée en 1789, et à l'échec de l'impulsion que Napoléon prend à la suite de la Révolution française, c'est alors, cantonnement à la répétition des moyens productivistes de nos modèles économiques à des fins de conditionnement consumériste basé sur le système anglo-saxon non émancipé au royalisme et qui amène à la guerre invariablement dans le report du labeur sur les couches inférieures et la recherche désespérée d'accumulation matérielle en contrepartie de l'acceptation du poids des secrets de famille jamais démêlés et sans cesse repoussés sur autrui. Je vais m'expliquer. J'explique. Mon point de vue, hein, le mouvement sioniste anglais est derrière la décapitation de Louis XVI pour se débarrasser d'un concurrent, c'est-à-dire dégrader la branche catholique finalement. Ça va créer une impulsion que Napoléon va reprendre à son compte, mais ça va se retourner contre les Anglais. Parce que le but pour les Anglais, c'était de soumettre les Français à un modèle économique protestant. Et après avoir détourné Napoléon en Russie pour sauver leur peau, finalement, la France va être soumise aux anglo-saxons. Et ils vont faire le même coup après avec les orthodoxes, c'est-à-dire qu'ils vont fomenter la révolution bolchevique. Et c'est le tandem judéo-protestant. Donc ils vont dégrader deux concurrents, les orthodoxes et les catholiques. Mais dans ce contexte historique qui voit l'hégémonie anglaise s'imposer, c'est-à-dire le modèle économique anglais s'imposer sur la destruction des monarchies catholiques européennes, et notamment la plus forte, c'est-à-dire la monarchie française, bien que l'Allemagne, qui est un vestige de l'empire romain germanique, a des choses encore qui tiennent la route, la France va donc se soumettre au modèle anglo-saxon et on va se retrouver dans un système de culte de la science
et de déportation colonialiste. Mais ça, c'est un système qui est enfermé dans la soumission aux anciennes générations sous le modèle monarchique protestante. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le protestantisme, et j'ai expliqué que c'était un rapport plus superficiel au christianisme, puisque c'était une copie superficielle du catholicisme qui s'était érigée par le sola scriptura et la remise en cause des prérogatives de l'Église catholique romaine à l'époque de Luther, ça commence avec l'imprimerie, Gutenberg, l'arrivée de la science. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la Tour Eiffel s'inscrit tout à fait dans l'assimilation, suite à l'échec de la Révolution française et de l'impulsion napoléonienne, l'assimilation du modèle économique français dans la dynamique anglo-saxonne du culte de la science. Quel est le meilleur symbole du culte de la science à la française, sinon la Tour Eiffel? Et c'est là qu'il faut s'intéresser à la technique. Dont les architectes se sont servis pour ériger la Tour Eiffel. Donc, je reprends, hein, parce qu'il faut bien remettre les choses dans le contexte. Paris, c'est la capitale de la France. Et les Champs-Élysées, c'est l'avenue centrale de Paris. Et la colonne vertébrale. Et ça monte à l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est l'épopée napoléonienne, c'est-à-dire l'apothéose napoléonienne avec toutes les victoires, si vous voulez. Ça a été assez éphémère. Ça vient suite à l'impulsion donnée par la Révolution française, qui est si vous voulez, c'est une émancipation biaisée au père symbolique. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en émanciper par la droiture, c'est le meurtre du père. Donc il y a effectivement une émancipation à un modèle monarchiste vétuste, mais par le meurtre. Donc c'est condamné à une gestion de patrimoine morbide dans le temps. Donc on va voir que toute la dynamique, finalement, consiste ensuite, après la Révolution française, à une assimilation progressive du modèle économique français par le modèle capitaliste libéral anglais, si vous voulez. C'est pour ça qu'on peut déduire que les Anglais sont derrière la Révolution française. Alors, d'une manière ou d'une autre, parce que les Lumières, qui sont fortement derrière, c'est la classe en dessous de la monarchie qui a fomenté le coup pour prendre les prérogatives de la monarchie catholique à son compte. Hein, c'est que la déportation d'une classe élitiste sur une autre plus basse et plus vulgaire, si vous voulez. Alors ça va amener quand même quelques avancées, mais dans le fond, on voit bien que ça amène au marché transatlantique, c'est-à-dire qu'entre-temps, l'Angleterre a perdu l'hégémonie, les États-Unis se sont érigés sur la destruction de la vieille Europe, et la France a suivi d'une part la soumission à l'Angleterre, puis après la soumission aux États-Unis. Et donc, ça arrive au marché transatlantique, et puis le bout du bout avec le Parti socialiste qui fait la promotion du Godemiché dans les écoles primaires. Et on va voir que tout ça, c'est compris dans la Tour Eiffel. C'est surprenant ce que je dis. Mais on est en 2016, on n'est pas censé être des attardés, on est censé quand même comprendre où est-ce qu'on vit, dans quel monde on vit, et on est censé être capable de faire le tour de la question. Hein. C'est pas la peine d'aller dans l'espace et d'aller coloniser Mars si on n'est pas capable de savoir déjà sa propre réalité, si vous voulez. Donc, quand on prend l'architecture parisienne, on voit que le symbole de la France, qui est un des symboles de la France, qui est la Tour Eiffel, se situe en contrebas de l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire que les Champs-Élysées mènent à l'Arc de Triomphe, qui est l'apothéose napoléonienne, et comme Napoléon perd en Russie et que les Anglais gagnent, on retombe, si vous voulez, en bas, à la Tour Eiffel, avec l'assimilation du modèle économique français dans le modèle productiviste libéral anglais. Mais c'est une ère industrielle plate et superficielle. Et c'est là qu'on va s'apercevoir de la chose. C'est que la tour, qui est haute de 324 mètres,
et la réponse d'Eiffel au concours organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour célébrer le centenaire de la Révolution française et les progrès des sciences et techniques faits en France depuis 1789. Donc c'est déjà directement lié à la Révolution française. Hein. C'est que depuis qu'on s'est émancipé en trichant du roi catholique, qu'est-ce qu'on a fait comme avancée scientifique? Alors, on regarde quelle a été la méthode utilisée pour faire la tour Eiffel. Donc le poudelage est un ancien procédé d'affinage de la fonte consistant à la décarburer dans un four à l'aide de scories oxydantes. C'est pour ça que je lis ce que j'ai écrit parce que je ne l'ai pas en tête, ça, hein. Je l'ai écrit parce que je le savais à ce moment-là quand j'ai fait le travail. Pour obtenir du fer poudelé à partir de fonte. Le mot poudelage vient du verbe anglais to puddle qui signifie brasser. Retenez bien les termes. La méthode est mise au point par Henri Corte en 1784, c'est-à-dire avant la Révolution française. Ça veut dire que la France a bien été réassimilée dans un modèle productiviste avant le mouvement initié par les Lumières en 1789, probablement sous la houlette des francs-maçons protestants qui ont soufflé que le modèle économique protestant était une chose qui était avantageuse pour eux et qu'il fallait se débarrasser du roi catholique. Ça veut dire qu'une fois que la Révolution française s'achève et que Napoléon est défait, on en revient aux origines, c'est-à-dire avant la Révolution française, dans une méthodologie industrielle anglaise. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Hein. La méthode est mise au point donc par Henri Corte, je répète, en 1784, puis significativement améliorée par Samuel Baldwin Rogers et Joseph Hall au XIXe siècle. La fonte est chauffée à très haute température dans un four à réverbère. Le poudeleur, qui est l'ouvrier chargé de l'opération, active la réaction en brassant cette fonte à l'aide d'un crochet appelé ringard. Donc, brasser, ringard, retenez les termes. Une fois suffisamment affinée, la loupe est extraite du four pour être cinglée par martelage, puis est forgée ou laminée en barre. Eh bien, comprenez bien ce que je dis. Le poudelage permet la fabrication en grande quantité de fer aux caractéristiques supérieures à celles de la fonte. La tour Eiffel, ainsi que les arches de la gare de l'Est, est ainsi réalisé en fer poudelé, produit par la Société des aciéries de Pompéi. Après avoir été largement employé tout au long du XIXe siècle, le fer poudelé s'efface progressivement devant l'acier, plus compétitif et plus performant dès que les convertisseurs sont mis au point. Et moi, j'avais dit, dans mon bouquin, ce qu'on peut déduire de cela, c'est que le Titanic, la Première Guerre mondiale, était déjà présent en filigrane à cette époque. Elles ne sont que le résultat d'un long processus de blocage et de confinement dans notre quête d'émancipation aux anciennes générations. Du poudelage, on doit retenir qu'il fut inventé avant la Révolution française par un Anglais, que le crochet du poudeleur en France s'appelle un ringard et que la technique consiste à cingler la matière pour ensuite la forger. Certains vont trouver difficile le raccourci qui amène au bombardement de Verdun. Et des symptômes sur les soldats qui, à force de prendre des obus on peut dire que les obus, ça représente parce que c'est fait en fer, les obus. Donc ça renvoie à la tour Eiffel. À prendre des obus sur leur boucœur, développer des tremblements incontrôlés. 1 700 000 morts, plus de 4 millions de blessés. L'enfer des tranchées, le sifflement des obus, la peur au ventre. On a oublié aujourd'hui l'horreur de cette guerre. Et parmi les survivants, il y a tous ceux mutilés, gazés, traumatisés, qui jamais ne reprendront une vie normale. Dans leurs secousses et leurs transes maladives, on ne peut s'empêcher de voir aussi d'une façon hallucinatoire toutes les secousses et les transes des années qui commencent. Ces années qui auraient été celles de leur jeunesse et que la guerre leur a volées. Eux qui ne peuvent plus marcher sans trembler ou tenir debout, sans tomber comme des fusillés perpétuels. Et pourtant, tout est là. Toute chose extérieure est le symbole pour la quête interne de l'homme et les expressions populaires par la subtilité de notre langue nous le rappellent à chaque instant. Ne dit-on pas de quel métal es-tu fait? C'est-à-dire que le confinement dans le culte de la science et des modèles productivistes industriels anglais qu'on voit dans la tour Eiffel induisent par la stagnation de ce modèle, ce qui permet de comprendre les termes brassé et ringard, les bombardements de Verdun et les symptômes des soldats de 14-18 qui, avec des tremblements, parce que si vous voulez,
à échelle collective, le modèle économique, le modèle productiviste, produit sur l'inconscient collectif une accumulation de non-dits et d'une grande frustration et d'une grande violence. Et ça s'exprime au travers de 14-18 par les bombardements de Verdun, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre les choses en relation parce que quand on voit les termes Pompéi, Brassé, Ringard, on peut que déduire de la tour Eiffel qu'elle elle contient 14-18, si vous voulez. Parce que l'accumulation dans le culte de la science et du modèle industriel induit d'externaliser toute l'accumulation de ce modèle productiviste par de la violence. Et comme le modèle se dévirilise au cours du temps, on voit, hein, la tentative chrétienne est en état de chute et c'est le judaïsme qui reprend de plus en plus au fur et à mesure que les sociétés chrétiennes sont en état de faillite et s'entre-détruisent les unes les autres au profit du plus faible, le judaïsme prend de plus en plus d'importance. Et ça paraît fou ce que je dis, mais regardez, ça va même plus loin parce que la tour Eiffel, on peut non seulement déduire, parce que la tour Eiffel, quand je parle du Titanic, c'est la même chose. Le Titanic, c'était le symbole de cette ère du culte de la science où on a fait une machinerie extraordinairement ingénieuse et censée être forte, si vous voulez, et on ne voit pas le bas de l'iceberg. Et finalement, le Titanic, c'est l'annonce de la Première Guerre mondiale, si vous voulez, où on voit que le modèle économique anglais, par le culte de la science, sans aucune contrepartie émancipative et spirituelle, induit une grande catastrophe. C'est à ça que renvoie le Titanic. Les classes élitistes, il y a tout qui est contenu dans le Titanic, et il y a tout qui est contenu dans l'architecture, quand on sait lire à travers, si vous voulez. C'est bien le culte de la science qui débouche sur la boucherie de 14-18, et le fait qu'on maquille la crise économique que le modèle colonialiste anglais couplé au culte de la science, on maquille la culpabilité des Anglais en faisant payer les moins pires, c'est-à-dire les Allemands, et ça se dévirilise. Et dans cette optique de dévirilisation, parce que je parlais de l'Empire romain germanique qui tenait encore la route par rapport à la monarchie catholique qui venait d'être décapitée, eh bien, on va, après avoir décapité la monarchie catholique, s'en prendre à l'Empire romain germanique résiduel et ensuite, évidemment, aux orthodoxes, puisque la révolution bolchevique va arriver au moment où les Anglais sont en train de perdre l'hégémonie et que sur la fracturation de l'Europe se met en place l'hégémonie américaine, c'est-à-dire l'accentuation de l'entêtement dans la déportation colonialiste anglo-saxonne, c'est-à-dire préférer se défausser sur des cultures inférieures pour prendre des richesses matérielles, se défausser sur des cultures avec un indice de développement qui fait qu'ils ne peuvent pas se défendre. C'est un peu comme les nouvelles générations sont prédatées par les anciennes. On reproduit ce schéma sur des peuplades dites inférieures, si vous voulez, pour se torcher avec elles, piquer les ressources naturelles et toujours se complaire dans un culte de la science dont la malédiction fait qu'on est enfermé progressivement dans une aliénation scientifique au profit d'un modèle artificiel, si vous voulez, et d'élite décadente. Alors, je reprends, donc on peut aller beaucoup plus loin, parce que la tour Eiffel, on l'a toujours aujourd'hui. C'est comme si on avait, si vous voulez, encore une épine dans le pied. Qu'est-ce que c'est le problème de la tour Eiffel aujourd'hui? Parce que qu'est-ce qu'on peut déduire d'aujourd'hui de la tour Eiffel? La tour Eiffel, si on va plus loin, on regarde, c'est au bord du quai Branly. Alors, branly, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de branlant, c'est quelque chose de bancal. Ça appelle un peu à la tour de Pise. Et ça finit branly par un Y. On peut déduire que le modèle français, finalement, débouchait sur le mariage gay, la promotion du godemiché dans les écoles primaires, et le fait que la maire socialiste de Paris inaugure un marché aux fleurs du nom de la reine d'Angleterre, puisque j'ai expliqué que la Révolution française, le but, c'était de soumettre la France au modèle anglais, au modèle économique anglais. Ça a donné une impulsion qui n'était pas prévue, qui était Napoléon, qui a failli se retourner contre les Anglais. Les Anglais, comme ils étaient plus faibles, ont détourné Napoléon en Russie. C'est là qu'on voit que Napoléon
aussi génial qu'il aurait pu être, si on envisage le côté militaire des choses, sur certains aspects, il était une truffe. Parce que jamais il aurait dû aller en Russie, il aurait dû aller directement. Il avait une armée de plus d'1 million de soldats. Pourquoi il a été s'emmerder avec la Russie alors qu'il suffisait d'aller directement en Angleterre, quoi. C'était fini. Déjà sous Louis XV, les Français avaient torché les Anglais et puis le roi avait dit, bon, c'est l'expression le précaré. Hein, on ne va pas aller plus loin, on va s'arranger avec les Anglais. Les généraux français sous Louis XV étaient furieux qu'après leur victoire, le roi Louis XV ait rétrocédé le nord des conquêtes, les conquêtes françaises au nord de la France, dans le nord géographique de la France, ont été rétrocédées aux Anglais qui avaient été dégagés. Et à chaque coup, on concède, si vous voulez, aux Anglais, et à chaque coup, ça se retourne, si vous voulez. Et Napoléon s'est fait avoir. Il aurait pu torcher les Anglais et il est tombé dans le panneau. Et donc, la France, progressivement, se retrouve réassimilée et se soumet progressivement au modèle économique anglais. C'est ce qui donne un peu plus tard le Mistinguett. Hein. Le roi anglais vient faire son marché et les Françaises se prostituent pour le roi anglais. Et puis, au travers de... Donc, la France s'engage dans le colonialisme à l'anglaise, on a l'épopée victorienne, et puis tout ça débouche sur la dette. Et on fait payer par le biais d'une guerre. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Anglais sont vraiment des judéo-protestants sont vraiment à la manœuvre, et des manipulateurs, c'est qu'ils vont se faire se battre les Français et les Allemands, ils vont dégrader le vestige de l'Empire romain germanique et puis le résiduel français au profit d'une dévirilisation, si vous voulez. Tout ça, c'est... On avait déjà l'induction par la Tour Eiffel, dont j'expliquais comment ça fonctionne, de la 14-18 et de la folie de boucherie industrielle, parce que les obus, le nombre d'obus sur le champ de bataille, c'est la retranscription, c'est le fer qui tombe sur les humains, si vous voulez. Hein. Là, on dit le ciel tombe sur la tête, là, c'est le modèle industriel anglais qui leur tombe sur la tête. Et sur la fracturation de l'Europe, qui en plus d'épaisse, parce que l'Empire ottoman était le jeu, dans un jeu d'intrigue avec le colonialisme des grandes puissances occidentales. L'Empire ottoman disparaît entre 14-18 et 39-45, et on voit par la destruction de l'Europe un nouveau modèle qui se met en place et qui est un peu à c'est très marrant, c'est qu'après la défaite de Napoléon, on a Frankenstein, Marie Shelley, écrit son bouquin Frankenstein, comme si finalement elle observait le fruit des manigances de l'Angleterre sur l'Europe et que l'Europe était telle Frankenstein. Et quand je parle de l'Europe, je parle autant de l'Europe de l'Ouest que de l'Europe de l'Est, parce que le bolchevisme, ça va donner la destruction des orthodoxes et un modèle communiste qui va être une tragédie humaine. Et au travers de la fracturation de la Seconde Guerre mondiale, on va voir que l'Empire ottoman va se disperser entre, d'une part, le modèle américain qui a pris l'hégémonie sur la destruction de la vieille Europe, et d'une part, les ex-sphères d'influence de l'URSS. Puisqu'aujourd'hui, c'est là qu'il faut faire tout mettre en relation. Aujourd'hui, la guerre consiste à... J'ai dit, quand les Anglais ont mis le bolchevisme en place, quand l'hégémonie est passée de l'Angleterre aux États-Unis, les Américains ont repris la suite de la destruction de la Russie par la guerre froide. C'est ce qui explique notamment l'assassinat de Kennedy qui voulait arrêter la guerre froide. Parce que c'était un processus mondialiste qui menait à un gouvernement mondial unique dont Israël était le socle, si vous voulez. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc on a eu, au travers de la Seconde Guerre mondiale, et je rappelle que les États-Unis ont habilement manœuvré en finançant Hitler pour dégrader la vieille Europe et de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de lancer en plus Hitler contre les bolcheviks et de participer à dégrader les bolcheviks, 20 millions de morts du côté russe, et ils sont intervenus qu'en 1944, quand les Russes avaient fait le boulot. Et ils ont pris ils ont fait comme les Anglais ont poussé les Français et les Allemands dans la Première Guerre mondiale, et bien là, ils ont poussé l'Europe, si vous voulez, à la fracturation. Ils ont financé Hitler, qui était le sursaut de vengeance allemand suite à l'humiliation de 14-18, hein, le nazisme c'est ça, et comme c'était, quand vous provoquez quelqu'un pour le rendre bourrin, vous anticipez sa réaction, ça sera une justification. C'est un peu comme le taureau avec le chiffon rouge, si vous voulez. Ils l'ont et le chiffon rouge, en l'occurrence, c'est un terme qui est on ne peut mieux choisi, puisque le chiffon rouge, c'était l'URSS.
les Allemands ont été déviés comme Napoléon en l'URSS, et les Américains ont fait ce que les Anglais ont fait de tout temps. Ils ont pris le leadership sur la manipulation des gens. C'est pour ça que Bush n'a pas été inquiété dans son financement de l'Allemagne nazie. Le père du père de Bush. Il a permis la prise d'hégémonie de l'Amérique sur l'Europe résiduelle. Et c'est là qu'on voit que la poursuite de la guerre froide, c'est la continuation de la dégradation de l'Europe résiduelle, de l'Est et de l'Ouest, par la soumission de l'Europe de l'Europe géographique par l'Europe économique, qui est sous tutelle américaine, et que finalement, quand l'URSS tombe dans les années 90 sous George Bush le père, qui continue le travail de son propre père, il va y avoir une lutte pour récupérer les satellites de l'ex-sphère d'influence de l'URSS, y compris dans le monde arabe, du fait que l'Empire ottoman a été ventilé et que tout ça s'est dispersé entre l'Ouest et l'Est, hein, les sphères d'influence de l'Est et l'Ouest. Et aujourd'hui, on en est à l'aberration de la guerre au terrorisme qui est un cheval de Troie pour continuer à progresser pour les mondialistes sous de faux prétextes en maquillant leurs crimes, c'est-à-dire par des accusations inversées où on prétend lutter contre le terrorisme alors qu'on les finance pour faire tomber des sphères d'influence de l'ex-URSS, comme en Libye, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, on a compris. Et tout ça, ça mène à un gouvernement mondial unique dont Israël est le centre des impulsions. Mais on peut aller plus loin avec la Tour Eiffel, puisque j'ai dit le quai Branly, ça se finit par un Y. On voit bien que on est bien dans la dégradation de l'Europe au profit d'un modèle consumériste plat dont le judaïsme tirerait toutes les ficelles avec le protestantisme, si vous voulez, on voit bien que la Tour Eiffel induisait tout ça, puisque je dis, il y a eu la parenthèse Kennedy qui a été assassiné parce qu'il bloquait le processus. Il y a eu aussi De Gaulle qu'ils avaient essayé, c'est les mêmes qui ont essayé d'assassiner De Gaulle en 62, ils n'y arrivaient pas. Donc ils l'ont dégagé par mai 68. Et ils ont dédié cette génération mai 68 à travailler, à préparer le marché transatlantique. C'est là qu'on voit que tout est lié, qu'il n'y a pas de... Quand Chirac, qui est le dernier résiduel foireux, parce que lui aussi, quand on parle de quelque chose de bancal et de branlant, Chirac amène à Sarkozy et à Hollande. C'est-à-dire les gens de mai 68 que les Américains ont mis en place pour leurs intérêts. Et a fortiori, quand Chirac est dégagé, que Villepin est pendu à son croc de boucher pour avoir osé s'interférer dans la guerre au terrorisme de George Bush, qui poursuit la dégradation entamée par son père avec la dégradation de l'Irak, qui a été accusé à tort de choses par rapport aux attentats du 11 septembre. On est vraiment dans une démolition contrôlée à l'échelle planétaire qui accélère la venue d'un gouvernement mondial unique absurde, si vous voulez, stérile, qui n'a aucune contrepartie spirituelle. Et donc on voit bien avec la lignée des Bush, ce que je dis, avec Bush met en place les attentats du 11 septembre, accuse l'Irak à tort, dégrade l'Irak au profit d'Israël, en faisant des intérêts privés de court terme pour des intérêts de personnes de fortune privée, si vous voulez, avec l'argent du contribuable, donc avec la dette qui grossit, si vous voulez. Et cette génération mai 68, c'est là qu'on voit le quai Branly avec le Y qui explique que la Tour Eiffel, finalement, est une saloperie branlante qui se termine sur le mariage gay, la propagande de la PMA, de la GPA et toute cette merde, si vous voulez, hein, avec de la pédophilie. C'est le bout du bout. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas être nostalgique d'une France d'antan, puisque ça ne marche pas. Et on ne peut pas vouloir applaudir dès demain un monde superficiel qui est totalement, finalement, soumis à quelque chose de parallèle à cette ancienne France, mais de plus superficiel encore. Il faut sortir non seulement de la France des anciens temps. Pour ça, moi, je ne suis pas un nostalgique de Gaulle, ni de Pétain, ni de... Tous ces gens-là se sont plantés. De Gaulle induisait mai 68, Pétain induisait De Gaulle. Il faut revenir là où l'erreur a été faite. Alors bon, après, on peut revenir très loin. C'est toujours le jeu jusqu'à où on peut revenir. Il faut trouver un modèle qui ne soit pas une répétition des anciens modèles foireux et qui ne soit pas un modèle artificiel faux, superficiel, qui fait semblant d'avoir des solutions alors qu'il se complaît dans le culte de la science. Il faut sortir de cet antagonisme entre fascisme résiduel et antifascisme artificiel. Les deux sont foireux. C'est ça que je veux dire.
Et quand on a les clés de lecture, et là j'ai fait un truc en direct hein, pour voir. Alors, j'ai dit la tour Eiffel. On a fait le tour là. Enfin, il y a des gens qui pourraient fouiller ce que je dis parce que je suis pas le type le plus intelligent du monde. Mais quand on a compris comment je fonctionne, vous qui êtes plus intelligent que moi, vous pouvez faire toutes les déductions et comprendre le monde. C'est plus facile. Et alors, on peut parler de la Statue de la Liberté parce que c'est à la même époque. Si vous voulez, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, tout ça, c'est des modèles économiques stériles qui ne marchent pas. Et quand je vous dis que tout est lié dans une reproduction d'anciens modèles qui ne marchent pas, la Tour Eiffel est l'héritière du phare d'Alexandrie et du colosse de Rhodes. On sait très bien comment le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie ont terminé. Tout ça se finit toujours par s'effondrer parce que ça n'est pas solide. Il y a toujours une faille. La Tour Eiffel, comme la Statue de la Liberté, puisque ça vient de France à cette époque-là, dans le même truc, induisent la faillite des modèles économiques, des cultures dont elles sont le symbole. Alors je dis, qu'est-ce qu'il y a la, la Statue de la Liberté. Alors la Statue de la Liberté, où est-ce que j'avais écrit ça à l'époque? C'est des livres que les gens ne veulent pas éditer, mais ils sont pourtant intéressants. Donc la Statue de la Liberté arrive en 1885 de France. C'est exactement la période de la Tour Eiffel où on est avant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est dans la répétition et la dévirilisation à l'extrême de ce modèle consumériste anglais libéral, qui est devenu néolibéral, néocolonial avec les États-Unis, qui amène au botox, à l'humain artificiel, à du n'importe quoi, si vous voulez, et à des cons qui vont coloniser Mars, à la limite, tout en n'étant pas capables de comprendre dans quel monde ils vivent. C'est dramatique, si vous voulez. Ça induit de grandes tragédies aussi. Il faut faire gaffe. C'est n'importe quoi. Il faut se reprendre. Et je dis, alors, est-ce que l'élection de Trump a stoppé, si vous voulez, le processus qui amenait à la Troisième Guerre mondiale par la reproduction du modèle qui amenait à la Première Guerre mondiale? Puisque j'ai expliqué que le néocolonialisme américain, c'était la poursuite du colonialisme anglais, que le colonialisme anglais amenait à 14-18. Donc le néocolonialisme américain amène à une Troisième Guerre mondiale s'il est poursuivi. C'est pour ça qu'on voit que les Anglais agressent Trump, le détestent, parce que les... Je veux dire, je vais être cru. On dit, par exemple, quand on regarde l'affaire du Coral, on voit qu'il y a une histoire de juifs sionistes qui sodomisent des gamins, des musulmans, et on a trouvé un gamin mort la tête dans un seau de merde. C'est à l'image du monde musulman, d'une partie du monde musulman, totalement manipulé par le monde juif sioniste. Mais on peut aller plus loin. Les Anglais maintiennent les Américains la tête dans un seau de merde par la poursuite du néocolonialisme. Ils ont infiltré les organes décisionnels de la politique intérieure et extérieure des États-Unis au travers de la Seconde Guerre mondiale où les services étaient imbriqués. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu privatisé, mais c'est comme ça qu'ils influencent la politique intérieure et extérieure des États-Unis, les Anglais. Et donc, ils maintiennent les Américains dans l'erreur de déportation du néocolonialisme. Ça leur permet de se soulager, les Anglais. Ils le font assumer à quelqu'un d'autre. C'est ce qui explique la City Wall Street, où Wall Street est le bras armé du modèle économique anglais, où, comme des gangsters, ils soumettent tout le monde à la dette et à leurs conneries de superficielles. Et dont le judaïsme est le bout, si vous voulez, et tire les ficelles. Et donc on peut se dire, est-ce que Trump, en stoppant le néocolonialisme, en stoppant la folie hystérique lesbienne organique de la poursuite de ce modèle stupide qu'Hillary Clinton, avec en plus son... On voit bien, là, avec le Pizzagate, on voit bien, on est bien dans l'antre de la bête, là, hein, avec le réseau de pédophiles. On se dit, Trump a une chance incroyable, c'est qu'il peut mettre cette mouvance de pédophiles, de raclures à genoux. Si il fait le travail avec le Pizzagate, il démolit les Clinton, il démolit les Podesta, il démolit les Epstein, il démolit toute cette mouvance et il s'en débarrasse. Il a une chance incroyable, c'est qu'il peut faire ça, si vous voulez. Et
C'est là qu'on va voir si Trump est un homme ou une baudruche. S'il a des couilles ou si c'est qu'une baltringue. Parce que il a l'opportunité, si vous voulez, de changer la donne durablement. Et alors on peut toujours dire, c'est pour ça que je suis attentif au cabinet qu'il est en train de mettre en place. Pour l'instant, c'est nul. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pris une pute nécrophile de Goldman Sachs. Alors, il avait expliqué qu'il allait prendre des ordures, mais qui étaient il est conscient que c'est des ordures, il l'a dit, hein, mais qui étaient des types compétents et efficaces dans la mise en place de manœuvres, si vous voulez. Donc lui, ça ne le dérange pas de travailler avec des gens qui n'ont pas de morale. Mais bon, moi, s'il avait pris Ron Paul en tant que secrétaire au Trésor, j'aurais dit il va faire le ménage avec la Fed. Ou le type qui voulait se débarrasser de la Fed et remettre le standard or. Alors peut-être que c'est qu'une étape, mais pour l'instant c'est très décevant. Et puis les généraux qu'il met en place, bon, Flynn c'est pas la fin du néocolonialisme, c'est qu'un néocolonialisme avisé. Mais Mattis, c'est Bush, hein, avec et alors le type, la Petraeus, c'est une passoire. Le type, il s'est fait déborder par les Clinton. Pour l'instant, c'est lamentable. Les choix de Trump, moi, enfin, c'est un génie, Trump, quelque part. C'est un génie, on ne peut pas le nier. Tout le monde l'a sous-estimé, alors que ce type, il a quand même des centaines d'affaires prospères, des propriétés privées, mais aussi une quarantaine de buildings partout dans le monde. On ne peut pas dire que c'est une burne. Alors, est-ce qu'on doit faire confiance à ses intuitions ou est-ce qu'on peut se dire, déjà, par ses choix, c'est raté, quoi? Parce que déjà, le Mitt Romney, s'il choisit Mitt Romney, là, je ne comprends pas. Mitt Romney, c'est un type qui l'a insulté, qui a tout fait pour le poignarder dans sa campagne. Soit il ne se respecte pas, soit je ne comprends pas la manière de fonctionner de Trump. Je suis tout à fait d'accord avec sa directrice de campagne, la blonde, là, Conway, quand elle a poussé une gueulante sur Mitt Romney, qui était Pour moi, Romney, c'est la platitude, hein, c'est l'homme d'affaires nul. En plus, il déteste Trump, qui est un meilleur homme d'affaires que lui. C'est vraiment le Lyndon Ben Johnson de Kennedy. Ce Mitt Romney, c'est une plaie. Some people have said we ought to close Guantanamo. My view is we ought to double Guantanamo. And I hear from time to time people say, hey, wait a second. We have civil liberties we have to worry about. But don't forget, the most important civil liberty I expect from my government is my right to be kept alive. I do not want to describe the specific lists of what is and what is not torture, and there are a number of specific reasons for doing so. One is that the Geneva Accord specifically says, and we've signed an agreement saying we will not torture. So anything a president said he believes is torture would specifically be, if we then employed it, would be in violation of the Geneva Accord. We simply cannot continue to cut our Department of Defense budget if we're going to remain the hope of the earth, and I will fight to make sure America retains military superiority. Yeah. Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça. Et regardez. Ceci est une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12. La meilleure affaire de chez Priba. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan, en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de 180 $. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. Chez Priba, les prix sont bas. C'est clair? Je comprends Conway et je ne comprends pas Trump avec son... S'il prend Romney, là, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'il faut faire confiance au génie de Trump pour ses choix? Ou est-ce qu'on peut déjà dire que lui aussi, il part en vrille? Parce qu'il a fait de grandes annonces, alors pour tenir ses promesses... Voilà, là, vous avez à peu près tout. Hein. Je dis, la Statue de la Liberté, c'est comme la Tour Eiffel. C'est calqué sur les anciens modèles du Colosse de Rhodes, du phare d'Alexandrie, toutes des civilisations qui ont disparu dans leur contradiction. On voit la Tour Eiffel, on voit ce que ça donne dans le suivi. Si vous voulez, je vous ai fait tout le fil dégradé. Donc apprenez à lire l'histoire au travers de l'architecture, à comprendre que tout n'est que symbole pour l'homme,
tout ce qu'il fait à l'extérieur n'est que symbole pour lui, et que quand vous savez décrypter les symboles, la signification des choses, eh bien vous comprenez un peu comment ça fonctionne, et vous pouvez déduire. Le futur est induit dans ce qu'on construit.